Aujourd'hui, mon fils est mort. Aujourd'hui, mon fils est mort et c'est moi qui l'ai voulu. C'est vrai, j'ai 17 ans, ma vie a à peine commencé, je n'ai pas les moyens, les capacités de m'en occuper, je ne suis pas prête et puis mon copain non plus. C'est pour ça que ce matin, je suis descendue sur la place du village, je me suis dirigée vers le magasin de la couturière, situé juste en face de l'église. Comme si tout était propice à me rappeler le péché que j'allais commettre. Je suis entrée et d'un seul coup, mes jambes se sont mises à trembler. Mon cœur s'est emballé et mon âme s'est assemblée. La couturière m'a vue et sans dire un mot, elle a compris. Elle avait les larmes aux yeux. Moi aussi. Je me suis installée sur une table à l'arrière-boutique. Elle a sorti ses épingles et en face de moi, il y avait un cadre. Dans ce cadre, c'est une photo d'elle et de ses enfants. Alors un instant, je me suis imaginée. Je me suis imaginé la vie qui aurait pu m'attendre si à cet instant-là, j'étais partie. Mais peu importe, c'était trop tard. Je devais prendre mon destin en main, il devait changer. Alors, elle m'a regardée une dernière fois, comme pour s'assurer de ma décision, et j'ai acquiescé du visage. Et puis elle a commencé. Et j'ai souffert. J'ai souffert parce que je savais que peut-être, dans quelques heures, j'aurais fait une infection ou une hémorragie, et je serais peut-être morte. Mais aussi, j'ai souffert parce que je savais que je ne mourrais pas seule. Mon fils est mort, et c'est moi qui l'ai voulu. Mon fils est mort, et je ne saurai jamais si j'ai fait le bon choix. Elles ont été des milliers, en détresse, à être contraintes à faire ce choix, à perdre un enfant, et aussi souvent la vie. Et puis, il y a eu le discours de Simone Veil, le 26 novembre 1974, qui par la force et la conviction de ces mots, va esquisser un changement général, la fin d'une période qui va laisser place à une autre. Parce que oui, le changement ne signifie pas forcément faire différemment. Il signifie aussi parfois apprendre à vivre autrement. C'est sûrement pour cela que le changement est fait. Il nous apprend à sortir de notre zone de confort, nous pousse à aller vers de nouveaux horizons. Et pourtant, parfois, on a peur, car peu sont les personnes qui prennent ce risque de changer. Et puis, comme le dit Tolstoï, ce sont les autres qui sont la cause des problèmes que je rencontre. C'est à eux de changer. Alors, nous nous démettons de nos responsabilités par peur d'engagement, de solutions concrètes, alors que nous sommes tous acteurs et propositions du changement. Simone Veil a voulu changer les conditions de vie de ces femmes, qui, pour avoir aimé, pour avoir simplement pris le risque d'être fécondes, se sont retrouvées ligotées dans une maternité non désirée. Pouvons-nous nous représenter, nous qui n'avons pas connu cette période, vous qui l'avez connue? Quelle force et quel courage il a fallu à cette femme pour imposer cette révolution, qui aujourd'hui nous paraît une évidence. Déportée, Simone Veil a vécu l'indicible et connu. Autrement dit, les facettes les plus intimes de la notion de changement. Pourtant, aurait-elle pu imaginer, quelques années avant la Shoah, un tel changement dans sa vie qui allait l'emmener à vivre l'horreur des camps de concentration? Aurait-elle pu imaginer, humiliée, battue, aux portes de la mort, voyant ses proches disparaître un à un, qu'une lueur d'espoir au cœur de la tourmente existait encore? C'est qu'elle, comme tant d'autres, ont sans doute cru et espéré que tout était encore possible. Qu'au cœur de la nuit la plus noire,
La volonté et l'espoir étaient plus forts que la barbarie. L'aspect que nous venons de présenter de cette notion de changement nous montre que sur une courte période de temps à l'échelle humaine, de nombreuses choses se sont passées. Et c'est notamment grâce à des personnes comme Simone Veil, qui a une trempe énorme, que les choses ont pu changer. Le changement. Terme courant, au sens multiple et à la définition vague. Il apparaît comme une nécessité, une obsession. Il est souvent associé à l'objectif à atteindre. Pourtant, l'homme se contente rarement de ce qu'il possède. Pour lui, il existe toujours mieux ailleurs. Alors, si le changement paraît être la solution à chaque problème que nous pouvons rencontrer, pourquoi peu sont les personnes qui osent s'y confronter? Sûrement parce que oser, c'est écouter son cœur plutôt que sa raison. C'est suivre ses propres rêves plutôt qu'une vie déjà toute tracée. Et puis oser, c'est prendre des risques. Et peu de personnes sont capables de le prendre. Car échouer, ça fait peur. Réfléchissons-en. Ici, dans cette salle, je suis certaine que chacun d'entre vous avait déjà idolâtré quelqu'un. Que ce soit un personnage de dessin animé, un acteur, ou peut-être bien même quelqu'un de votre entourage. Maintenant, demandez-vous pourquoi vous l'aimiez tant. Parce qu'elle avait quelque chose de plus que les autres, parce que grâce à son courage et sa ruse, elle était toujours vainqueur face aux méchants. Elle se démarquait des autres, et c'est ça qui vous plaisait. Je me trompe? Et si l'on rallie cet exemple à la vie, c'est pareil. Les gens qui réussissent et inspirent sont celles qui ont des convictions plus élevées que la moyenne. Ce sont celles qui osent en sachant que parfois, l'échec sera inévitable. Alors à votre tour, soyez cette personne qui ose, qui fait les choses dont vous avez toujours voulu faire. Et n'oubliez pas que celui qui tente peut perdre, mais celui qui ne tente pas a déjà perdu. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Tout le monde veut que la planète aille mieux, et pourtant, peu sont les personnes qui agissent. Pourtant, il n'est pas nécessaire de faire la une des journaux pour être considéré comme acteur du changement. Il est vrai que dans le cas du changement climatique, si tout le monde faisait plus attention à sa consommation d'eau, si tout le monde favorisait les produits locaux plutôt que des produits amenés par avion dans des réfrigérateurs, alors un changement global positif se dessinerait. Ce que je veux dire, c'est que parfois, nous avons l'impression que notre action individuelle aura aucun impact sur un changement qui nous paraît nécessaire. Or, ce n'est pas vrai. Et Simone Veil l'avait compris. Elle savait que malgré, ou peut-être bien grâce à son vécu, si elle tentait de mener ce combat, par la suite, d'autres la suivraient. Peut-être qu'elle aurait des déceptions, qu'elle aurait échoué, mais elle aurait toujours un bénéfice à la fin. Et elle avait raison, parce qu'elle a réussi. Récemment disparu, Pierre Rabhi citait souvent, dans ses propos, la légende du colibri. Vous savez, cette légende amérindienne? Je fais ma part, aussi petite soit-elle, pour être acteur du changement. Comme souvent, si chacun fait sa part, si chacun prend conscience que son action individuelle est importante, alors le début du chemin est déjà fait. Être convaincu pour convaincre, être convaincu pour agir, être convaincu pour consentir à faire les concessions nécessaires pour agir sans perdre son âme, en y trouvant un bénéfice individuel compatible avec le bien commun. L'enjeu est noble et exaltant. À nous d'agir. Merci.
Donc bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Mathias, je suis étudiant à l'UT et il s'avère que donc, je me suis inscrit ici pour pouvoir non pas gagner un prix, mais par soif de vouloir faire changer les choses. Or, à mon avantage, la citation d'aujourd'hui s'y prête. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, à l'ère de la communication, de l'information en continu, on peut dire ce qu'on veut, mais dans tous les cas, les avis divergent. On a une soif de changement via tous les problèmes que l'on voit tout le temps à la télévision, sur des chaînes télé dont je ne citerai pas le nom. Et c'est donc là qu'intervient cette citation d'Albert Einstein. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. J'en ai un exemple concret qui est moi-même. Donc c'est que, étant jeune enfant, je me disais que voilà, quand j'aurai 18 ans, je serai adulte, j'aurai changé, j'aurai mûri. Or non, je voulais que ça change, mais je n'en faisais rien. Alors le voulais-je vraiment? Là est alors la question que je me suis posée. Car aujourd'hui, j'aimerais bien que ça change les choses, mais je me rends compte que l'enfant qui aurait eu 4, 8 ans, 10 ans, aurait fait exactement les mêmes choix dans les mêmes situations. Et donc, c'est là qu'aujourd'hui que je me dis que je veux changer ma vie, une seconde chance, un nouveau départ. Mais, oui, car il y a un mais, je ne le ferai pas. Pourquoi? Un manque d'audace, de courage, de motivation, d'hardiesse, je ne sais pas. Malgré mes erreurs passées, faute de ces leçons, ne pas avouer les sentiments que j'ai à la fille que j'aimais, à la fille que j'aime aujourd'hui, ne pas dire à mes parents que je les aime, alors que, eh bien c'est vrai, ne pas dire à mon chien que je l'aime tous les jours, non, ça remarque, je le dirais peut-être trop même. Mais bon, revenons-en au fait, je ne suis pas là pour parler de mon chien. Personne ne change réellement, j'en ai l'exemple que moi-même. Remettez-vous en tête, il y a quelques années, se dire que, donc, il y a quelques années ou plus, se dire que l'enfant, aujourd'hui, aurait fait les mêmes choix. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. On a tous un enfant au fond de nous, un ptio, comme on pourrait dire. Dans notre fort intérieur, on a tous un enfant qui pleure, qu'on a ligoté, séquestré, bâillonné, sous prétexte que l'on doit changer pour cette société qui n'en changera pas. Car au final, là dans le fond, on l'a tous. Donc personne ne change, malgré nos volontés. Mais sinon, pour en revenir à quelque chose d'un peu plus général, l'humain est un animal grégaire. Donc il vit en groupe. Donc c'est-à-dire qu'un homme tout seul, debout, comme je le suis là devant vous, ne changera jamais rien. Ne fera jamais bouger les choses s'il est tout seul. Admettons. Exemple, je me lève un matin, pourquoi pas, j'ai une cause à défendre. Je décide alors de me lever, de sortir dans la rue, de manifester, de protester. Dans le meilleur des cas, eh bien, je pourrais me faire ignorer, ou passer pour un marginal. Mais dans le pire des cas, au pire, je pense qu'il y a assez d'exemples, mais je vais quand même les citer. Jésus, malgré le fait que ce soit un sujet relativement polémique, a voulu exposer sa vision du monde, quitte à le révolutionner tel qu'on le voyait à l'époque, via la foi. Celui-ci a eu pour résultat la crucifixion. Che Guevara, qui a mené plusieurs révolutions, lui par la force, résultat, exécuté. Bob Marley, né il y a 3 jours et 77 ans, a cherché à rendre le monde plus heureux, jovial, plus égalitaire par sa musique. Résultat, cancer du gros orteil. C'est alors là que l'on peut se dire qu'on pourra dire ce qu'on veut, penser ce qu'on pense, mais tant que l'on n'arrive pas à rallier du monde d'une cause, on n'arrivera jamais à avancer. C'est-à-dire que c'est une histoire pour faire bouger les choses, même si la cause nous bénéficierait à tous. Le changement climatique, toutes les guerres qu'il y a dans le monde, le plastique, la pollution. Si tout le monde y mettait du sien, bien sûr, si,
avec des si on referait le monde, comme on dirait. Mais c'est donc là que revient la citation. Tout le monde veut que ça change parce que la pollution, personne ne s'y plaît réellement. Le réchauffement climatique fait moins froid en hiver. Mais bon, ça serait que ça serait trop facile. Tous les désastres, toutes les guerres, etc. Mais bon, comme je viens de le dire, si on est tout seul, on n'arrivera à rien. C'est donc pour ça que je considère mon oral que je vous présente comme une opportunité de faire changer les choses en fait. C'est pas juste venir, récolter un prix et puis partir, la bouche en cœur. Non, non, je suis venu ici pour essayer de vous faire réagir, même tant bien que mal. Mais ce qu'il faut réussir à se mettre dans la tête, c'est que on ne changera jamais, car malgré le fait que ce soit une cause, mais tout le monde ne s'y mettra pas. Parce que pourquoi faire? La fatalité, le destin, le libre arbitre, toutes ces choses qui se balancent et qui servent d'excuses. Alors qu'en fond, c'est par l'argent que le bas blesse. Mais si tout le monde y mettait du sien, si on renversait l'économie, on pourrait se dire, bon, c'est une cause qui bénéficiera à tous. On peut passer au-delà de cette limite. Mais non. Par rapport aux guerres dans le monde, je vais d'ailleurs citer Einstein une seconde fois. Je ne sais pas comment se fera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais comment on fera la quatrième, avec des bâtons et des pierres. Cette citation de lui nous montre également que les guerres, on peut faire ce qu'on veut, ça ne changera jamais. Mais l'homme, en tant qu'animal grégaire, a aussi la faculté de s'auto-réguler. Mais ce n'est pas grâce à ça que l'on ira loin. Et donc, pour revenir à la citation initiale, tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. C'est d'ailleurs là pour ça que je suis là et que je me demande quand même pourquoi serions-nous donc encore en train d'écouter un jeune homme de 18 ans debout, imbécile au possible, peut-être trop orgueilleux pour venir se pointer ici à cette heure. Mais je me dis que quand même, presque le pire, c'est vous, excusez-moi, mais être encore assis alors qu'on prône le changement, ne pas se lever pour protester dans la rue, je trouve ça quand même presque un peu dérisoire. Mais bon, la vie est ainsi, l'homme est grégaire, l'homme est un groupe, s'il n'est pas un groupe, il n'ira nulle part, je crois qu'on est assez. Pourquoi pas sortir protester dans la rue? Vous me direz, il y en a d'autres après moi, mais bon, après tout, pourquoi pas? C'est donc sur ces quelques mots que je vais donc terminer mon speech, aussi utile ou inutile qu'il ne puisse paraître. Merci. Quand tu veux. Bonjour, j'ai 18 ans, je m'appelle Manon, et comme vous tous, je fais partie des 7 milliards d'individus qui peuplent la planète Terre. J'habite plus précisément en France. Oui, je sais, j'ai de la chance. Je vis dans cette société moderne du 21e siècle, animée par la consommation, régie par le stress. Cette société de la rapidité, du bonheur instantané, peuplée d'individus apathiques. Mais oui, je sais, j'ai de la chance. Franchement, il y a pire, et ça, j'en suis consciente. Eh bien, c'est ça le problème. Je suis consciente des atrocités qui se passent ici, par là et même là-bas. En fait, j'ai l'impression d'être une simple spectatrice du monde d'aujourd'hui, qui va vivre sa vie tandis que les autres vivront la leur. J'aurai une existence relativement heureuse, je n'en doute pas, mais j'admets avec une certaine frustration. Depuis toute petite, je rêve de l'utopie d'un monde meilleur, un monde vert où règne paix et solidarité. En fait, plus concrètement, maintenant, je veux que ça change. Tout le monde veut que ça change. Mais le problème, c'est que personne ne veut changer. Là, comme ça, une seule question me vient à l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi personne ne veut changer alors que tout le monde veut que ça change ? Quelle que soit notre identité, notre culture ou même notre éducation, nous aspirons tous au changement. Tous. Au premier abord, cela peut sembler incohérent, voire faux. J'imagine même qu'une fois cette phrase prononcée,
Nombreux d'entre vous l'ont réfuté. Mais réfléchissez-y un instant, prenez un peu de recul. À cet instant T, n'y a-t-il rien, absolument rien, que vous ne souhaitez modifier en ce monde? Que ça soit une simple amélioration ou une chose anodine, cela constitue une volonté de changement. Nous cherchons constamment à combler nos besoins. Et si le déroulement des choses ne correspond pas à nos attentes, alors nous aspirons à ce besoin de changement et d'amélioration. Chaque individu a des besoins qui lui sont propres et hiérarchisés. Tant qu'un individu n'a pas accompli ses besoins fondamentaux, il ne cherchera pas à accomplir des besoins moins fondamentaux. Lorsque nos besoins sont comblés, de nouveaux voient le jour. Cela nous donne des objectifs à atteindre. Ce perpétuel cheminement donne un sens à nos vies et nous pousse vers cette envie de changer le monde. Jean-Jacques Rousseau, assez visionnaire, voulait réformer le monde éducatif du XVIIIe siècle. Il voulait bannir la discréditation de l'enfant et prôner l'importance d'une éducation qualitative. Mais paradoxalement, il n'éduquera jamais ses enfants qu'il abandonna dès le plus jeune âge. Mon but n'est pas de discréditer Rousseau, loin de moi cette idée, mais de mettre en évidence que bien trop souvent, nous voulons changer le monde sans pour autant nous changer. Tu veux changer le monde, mais toi, es-tu prêt à changer? Nous nous évertuons à vouloir que cela change, chez les autres, par les autres, à vouloir que le monde change, sans penser à nous changer nous-mêmes. Chacun a sa place, et même si nous ne sommes pas toujours satisfaits par nos vies, la routine est familière, rassurante. Le changement bouleverse la stabilité, détourne les habitudes. Il est régi par la nouveauté et l'inconnu. Quelque part, changer, c'est accepter de se mettre en danger. Et peu d'entre nous sont capables de payer ce prix. La vie en société génère une forme de pression. Inconsciemment, tout ce que nous entreprenons a pour but de valider notre appartenance à l'humanité. Nous sommes continuellement en quête de reconnaissance. C'est pourquoi l'homme cherche à remplir le plus fidèlement possible un rôle social. La peur d'être exclu, voire mal considéré, nous pousse à renier notre opinion et à ne pas changer. Ceux qui parviennent à s'affranchir de ce rôle se retrouvent stigmatisés, pointés du doigt et même moqués. Comme Greta Thunberg, qui en 2018 initia sa lutte contre l'inaction face au changement climatique, en initiant une grève scolaire. Cet événement la propulsa sur le devant de la scène. Elle se retrouva discréditée, stigmatisée et la cible de nombreuses critiques, parfois violentes. Mais en défiant son rôle et en acceptant les risques qu'elle encourait, elle déclencha un élan de prise de conscience chez les jeunes et un espoir de renouveau, et un espoir et du renouveau. Les enfants nourrissent particulièrement toutes sortes d'espoirs, de rêves et d'ambitions. Pleins d'énergie et d'idées innovantes, ils aspirent avec vivacité au changement. Mais rares sont ceux qui, une fois devenus adultes, tentent réellement de les réaliser et de modifier le cours des choses. Plus nous grandissons, plus nous perdons notre capacité à oser. Nous ne voulons surtout pas nous démarquer. En fait, nous ne croyons plus en notre impact individuel. Le sentiment d'impuissance nous démotive et nous emprisonne dans l'immutabilité. Bon nombre de personnes ne visualisent pas l'intérêt de s'investir, estimant leur échelle d'action trop insignifiante ou n'ayant pas d'impact. Mais Pierre Rabhi disait « Il est vrai, c'est en initiant les plus petites actions que l'on amorce de grands changements. Le minimum n'est jamais méprisable. » Alors oui, je pense qu'il est fondamental que sans changement individuel, il est impossible de changer le collectif. Et par conséquent, qu'aucun changement général ne peut survenir sans une multitude de changements locaux, qui, incontestablement, dérivent de la prise de conscience que je suis co-responsable du destin du monde. Certains d'entre nous rejettent cette responsabilité, soit par difficulté, puisque changer soi-même nécessite sans aucun doute plus d'efforts qu'on ne peut l'imaginer,
Donc certains préfèrent imaginer que le monde peut changer et rester dans leur zone de confort, ou sinon par égoïsme. Peu nombreux sont ceux qui sont prêts à s'investir individuellement pour une cause collective. Aujourd'hui, la notion d'épanouissement personnel se développe, ce qui n'est pas un tort puisque cette dernière devrait stimuler l'accomplissement de nos besoins fondamentaux et par conséquent développer de nouveaux besoins sociétaux et collectifs avec l'émergence d'une conscience plus responsable. Mais à contrario, la mode du développement personnel exacerbe l'individualisme et détourne de l'engagement sociétal. Pourquoi devrais-je m'embêter à changer alors que tout le monde ne le fait pas et que ça ne me concerne pas? Assez déboussolée par cette phrase de ma sœur, je me suis rendu compte que ce qui est une évidence pour moi ne l'est nullement pour tous, et que lorsque l'homme ne se sent pas directement impacté, il ne va pas chercher à changer ses habitudes pour un but qu'il ne perçoit pas. Tout ceci parce que bien trop souvent, nous estimons que le problème c'est les autres, et changer les autres nous semble curieusement plus accessible. Chaque jour, vous et moi sommes confrontés à des situations qui nous choquent, nous révoltent. Nous voulons que ça change, mais avons-nous pour autant agi, changé? Nous ne devrions pas rester de simples spectateurs, nous satisfaire de notre quotidien et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Le matin, lorsqu'on se réveille, on a deux possibilités. On a deux choix, se recoucher pour continuer son rêve ou se lever pour le réaliser. Alors, nous devons tenter de changer, essayer et même réessayer, puisqu'il n'y a que cela qui puisse nous faire progresser. Aujourd'hui, je crois que nous avons grand besoin de prendre leçon de l'exemple de Rousseau et son envie de réformer le monde éducatif, de nous inspirer du courage de Greta à sortir de la masse, de ne pas oublier, comme Pierre Rabhi l'a dit, qu'aucune action est inutile, ainsi que de retrouver l'enfant rêveur et audacieux qui sommeille en nous, puisqu'il nous reste toutes sortes de combats à mener. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors, laissons-nous porter par nos espoirs en osant le changement et pas seulement en rêvant, puisque je crois bien que le prix d'un monde meilleur est à ce prix. À la fin de l'année 1960, Greville Wine et Oleg Penkovsky se rencontrent. Deux noms que vous ne connaissez probablement pas. Et non pas que je sous-estime votre mémoire, il serait fort étonnant que vous les reteniez sur le long terme. Pourtant, en travaillant ensemble, ils ont permis d'éviter la guerre nucléaire qui risquait de découler de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Mais permettez-moi de reprendre depuis le début. Greville est un homme d'affaires britannique, tout à fait commun. C'est sûrement cet aspect presque banal, lui permettant de se dissimuler dans la masse, qui attire l'attention du MI6 et de la CIA quand ils le recrutent, et qui lui demande d'étendre son marché à l'URSS, afin de devenir le messager qui fera circuler les informations transmises par le haut gradé russe, Oleg Penkovsky. Finalement, Greville devient plus qu'un messager, et les deux hommes travaillent main dans la main, construisant une amitié forte au fil des années. Au cours d'une de leurs investigations dans les dossiers secrets du régime soviétique, ils découvrent dans les plans de l'armée que des missiles ont été placés à Cuba. La nouvelle parvient alors aux oreilles du président américain John Kennedy, avant même que la plupart des armes ne soient opérationnelles. Ainsi, ayant connaissance des faiblesses de l'ennemi, Kennedy a pu faire pression sur le leader soviétique pour que les missiles soient retirés, avant qu'une escalade de la violence ne s'installe et qu'une guerre nucléaire ne se déclare. Dans un des moments de doute de Greville, Oleg tente de le conforter par ses propos. Nous ne sommes peut-être que deux personnes, mais c'est comme ça que les choses changent. Cependant, si ces deux hommes ont pu bouleverser l'histoire, c'est parce qu'ils ont dû se changer eux-mêmes avant d'essayer de changer le monde. Greville, étranger au service de renseignement et à leur fonctionnement, a dû surpasser sa peur de traverser le mur de fer. Il a dû mettre en péril son mariage pour protéger sa femme. Et il a dû dépasser ses a priori à propos de son correspondant russe. Et il en fut de même pour Oleg, ancien membre du KGB, qui a lui aussi
dû dépasser ses a priori à propos de son collègue européen et qui a dû trahir son pays dans l'espoir de le voir devenir meilleur. Ensemble, ils voulaient que les choses changent. Alors, ils ont accepté de changer. Est-ce le cas de tous ceux qui voudraient voir leur monde évoluer? Il semblerait que non. Einstein nous le dit, tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Pourquoi? Par peur? Peut-être. Nous le savons, nous l'avons peut-être même expérimenté. Changer, c'est sortir de sa zone de confort. Et cela peut nous inciter à y réfléchir à 2 fois avant de sauter le pas. Pourtant, n'y a-t-il pas quelque chose de tentant, presque vivifiant, à l'idée d'aller au-delà de ce que nous connaissons? D'essayer quelque chose de nouveau, en sortant de la routine parfois monotone du confort. Presque comme un désir d'aventure qui nous ramènerait aux explorations de nos enfances, dans la campagne ou au fond du jardin. Alors, le problème est ailleurs. Autre chose nous retient. Cette autre chose que nous pourrions appeler plus communément le sentiment d'insignifiance. De toute façon, qu'est-ce que ça changerait? On est presque 8 milliards sur Terre. Mais on vit sur un caillou dans l'univers. Et voilà, personne ne change. Rien ne change. Mais notre histoire d'espionnage nous le prouve. Quelques personnes peuvent changer les choses. Les changer à une échelle mondiale. Et ce, même si elles sont un parmi tant. Des gens comme vous et moi, fondus dans la masse et dont, au final, on ne retiendra peut-être pas le nom. Pourtant, l'histoire garde une trace indélébile de leur passage. Gandhi nous dirait de façon un peu moins pessimiste qu'Einstein, vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Il s'est lui-même efforcé d'appliquer son propre conseil tout au long de sa vie, faisant de son existence un combat et essayant d'apporter sur son chemin les changements qu'il rêvait de voir. Il fait partie de ceux qui ont, seuls ou presque, changé les choses et sont entrés dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, nous les connaissons, parfois même nous les admirons. Martin Luther King, Simone Veil, Nelson Mandela, Marie Curie et tant d'autres. Tous ont mis leur voix, leur intelligence, leur talent au profit de la mise en œuvre de leur idéal. Tous ont décidé d'être un parmi tant, qu'on retiendra, ou pas. Parce qu'en acceptant de bouleverser leur quotidien, d'essayer quelque chose de nouveau, ils ont créé un changement. Que d'ambition, n'est-ce pas? Changer le monde, changer l'histoire, changer les sciences et la connaissance. Je sais que nous n'en espérons pas tous autant. En effet, certains d'entre nous n'aspirent qu'à des changements dans notre vie quotidienne, qui n'impacteraient sûrement que nous ou notre entourage. Mais Albert Einstein, en bon scientifique, a établi une théorie universelle qui s'applique à toutes les échelles. Nous aspirons à un autre mode de vie sans pour autant mettre les changements nécessaires en place pour l'atteindre. Encore cette peur du changement, qui, cette fois-ci, a trouvé une nouvelle alliée pour accompagner le sentiment d'insignifiance. La peur de l'échec. Si ça ne marche pas? Et si j'échoue, qu'est-ce que les autres vont penser? Pourquoi j'y arriverai alors que tant d'autres n'y parviennent pas? Et voilà. Encore une fois, nos ambitions sont réduites à une utopie parce que l'on n'ose pas changer. Changer qui nous sommes, changer de carrière, changer de ville, de quotidien. Le changement fait rêver. Mais la médaille a toujours un revers. Le changement fait peur. L'objet de nos aspirations est aussi source de doutes, de craintes, d'inquiétudes. Pourquoi oserait-on se lancer dans l'inconnu quand il nous inspire tant de sentiments négatifs? Pourtant, ceux que nous regardons avec des étoiles dans les yeux l'ont fait. Qu'ils soient militants, acteurs, chefs d'entreprise, scientifiques, tous ceux qui ont changé leur vie ou une part de notre monde sont modèles. Ils sont exemples. Et dans le fond, nous aimerions presque tous leur ressembler. Alors, pourquoi ont-ils osé? Ou plutôt, pourquoi nous n'osons pas? C'est là qu'une nouvelle entrave s'ajoute à notre liste. Ces fameuses étoiles dans nos yeux. Oui, car si elles sont une motivation pour certains, elles sont un frein de plus pour beaucoup. Comment pourrais-je faire aussi bien que celui ou celle que j'admire tant? Eh bien, ce soir, je voudrais vous proposer d'essayer. Je sais que depuis le début de ma prise de parole, je soutiens que c'est la partie la plus difficile, la partie effrayante. Pourtant,
c'est la condition nécessaire au changement. Rassurez-vous, essayer, ce n'est pas avancer en fermant définitivement une porte derrière soi. On peut toujours revenir en arrière. Alors pourquoi pas? Sans essayer, comment pourrions-nous savoir si ce changement est possible, bénéfique, synonyme de progrès, car peut-être idéalisons-nous les choses. Essayer me paraît être le début à tout changement, l'étape dont on ne peut se passer. Je me suis efforcée de chercher d'autres moyens, mais je n'en ai pas trouvé. Imaginez si Oleg et Gréville n'avaient pas essayé, si Robert Badinter n'avait pas tenté, si Rosa Parks n'avait pas osé, et si tous ceux dont nous n'avons pas retenu le nom ne s'étaient pas risqués au changement. Notre monde serait-il le même aujourd'hui? Alors oui, ce soir, je m'en excuse, je n'ai pas vraiment trouvé d'autre conseil que celui-ci. Essayez. De toute façon, nous vivons sur un caillou dans l'immensité de l'univers. Alors si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça pourrait changer? Ok. Bonsoir. Alors, tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. C'est Einstein qui le dit. Et moi, j'aurais pu vous dire qu'Einstein a bien raison. Parce qu'au fond, tout le monde a bien une raison de vouloir que quelque chose change. Et au fond, c'est vrai, tout le monde aimerait que le ciel soit plus bleu, que la planète soit plus verte. On aimerait tous aussi, surtout, avoir la conscience plus tranquille au sujet du changement de l'état de notre atmosphère. J'aurais pu aussi vous dire que, pour autant, personne n'aimerait se voir travailler et faire le travail que personne ne veut faire à la place de tous les autres. Mais au fait, bonsoir, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Nadège. Cette année, je suis en réorientation scolaire à l'UT d'Aurillac, en génie biologique, parcours agronomie. Alors, comme je vous le disais, j'aurais pu me lancer dans ce discours-là. C'est d'ailleurs la première idée qui m'est venue à l'esprit lorsqu'on m'a donné ce sujet. Mais je vais plutôt me diriger vers une seconde idée qui m'est venue plus tard et qui a fini par m'apparaître comme l'idée qui me tenait le plus à cœur. C'est plus qu'un argumentaire, un récit. C'est le récit d'un changement à la fois personnel et universel. C'est le récit d'un enfant qui voit sa vie changer, qui veut sa vie changer. La stabilité laisse place au changement. Le changement laisse place à la stabilité. L'un et l'autre se succédant et se provoquant dans une ronde incessante entre équilibre et déséquilibre. Il y a quelques mois, j'arrivais dans une de ces périodes d'instabilité de la vie qui mène irrémédiablement à un changement. À ce moment-là, je vivais chez mes parents en région parisienne. J'avais un accès illimité à la culture. Je voyais mes amis tous les jours. J'étais étudiante en art dans une grande école et je prenais malgré moi le métro 2 heures par jour. Mais tout ça ne me convenait plus. J'avais le sentiment de ne plus avancer. J'avais le sentiment de stagner. J'étais convaincue d'avoir besoin de voir autre chose que ce que je connaissais. Et puisque mon environnement n'allait pas changer tout seul, j'ai décidé que ce serait moi qui changerais l'environnement. J'avais cette forte envie de devenir autonome, de me confronter à moi et à mon changement. J'avais besoin de pouvoir composer seule, avec recul, dans un lieu inexploré. Alors, j'ai fait mes bagages, j'ai fini par sauter le pas. Non pas sans quelques appréhensions, je dois l'avouer. Et c'est ainsi que j'ai dit au revoir à mes parents, à mes amis et au métro. Changer, c'est essayer, c'est tâtonner. C'est souvent un peu maladroit, un peu comme moi. Une fois arrivée à Aurillac et dans cette nouvelle vie où tout était à écrire, je me suis lancée à cœur perdu dans un tourbillon de nouvelles expériences. Ici à Aurillac, j'ai rencontré un groupe de musique un peu marginal. Avec eux, j'ai chanté et j'ai joué des percussions. J'ai testé un job de nuit. Il m'a fait voir une réalité tout autre que celle que je connaissais. Il m'a aussi beaucoup fatiguée. J'ai également testé le travail au marché. J'étais vendeuse sur un stand de fruits et légumes. Ça m'a beaucoup plu, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Je voulais rattraper tout ce que je n'avais pas pu faire, tout ce que je n'avais pas pu être. J'ai même travaillé dans un bar et cassé près de 5 verres en une soirée. Je vous l'ai dit, je suis maladroite. Avec la rentrée scolaire et la nouvelle vie sociale que cet événement m'a apporté,
je me suis fait de nouveaux amis. Avec eux, je suis allée randonner pendant des heures, parfois pieds nus, parfois sous la pluie, parfois même sous la neige. Moi qui avais toujours été timide, j'avais décidé qu'à présent, j'aborderais de nouvelles personnes, à l'école comme dans la ville. Vous l'aurez compris, j'ai vécu très intensément cette tumultueuse période de changement. Mais finalement, ce changement a aussi été un grand travail de lâcher prise et d'abandon. Je laissais derrière moi de belles choses, de beaux souvenirs, et j'apprenais à faire cette sorte de deuil propre à tout changement. En acceptant et en conscientisant qu'une partie de ma vie s'achevait, j'ai pu expérimenter une lourde nostalgie qui a ensuite laissé place à des moments plus légers, des moments de gratitude et de bonheur. En somme, ce changement que j'avais souhaité m'a amené à vivre d'autres changements que je n'avais pas prévus. Vous me suivez toujours ? Bien. Je vais tenter de vous raconter, en me permettant de m'égarer encore un instant dans ce récit, accrochez-vous, de vous expliquer comment, en cherchant à changer ici, ce que je n'avais pas parvenu à changer là-bas, je me suis rendu compte qu'une chose ne changeait pas. C'était le dernier samedi du mois de janvier, une journée froide et ensoleillée. Ce matin-là, pour me sortir de la douce mais vicieuse torpeur matinale, j'ai décidé d'aller à la piscine pour une bonne séance de natation. Parée d'une tenue souple mais pratique, j'enfourche donc mon vélo direction la piscine. Mais au fait, en ce moment je vis beaucoup de changements. Je vous l'ai dit ? En effet, il y a quelques soirs où il y avait neigé et gelé, je descendais le tortueux escalier d'Aurillac suite à une longue journée de cours. J'écrivais un message et à ce moment-là, mon smartphone m'a échappé des mains. Patatras. Le dernier moyen d'être connecté au monde le dernier moyen d'être connecté au monde où que je sois était hors d'état de fonctionner. À ce moment-là, je prends conscience de ma situation. Je suis dans le creux d'une montagne. Je suis seule, loin de Paris, loin de ma famille, loin de mes parents, loin d'Internet. Loin de tout ? Non. À ce moment-là, je ne suis pas très loin de mon appartement. Et seule, dans le noir du soir, sous un lampadaire qui éclaire gentiment mon chemin, je suis avec moi. Mais revenons-en à ce samedi matin, voulez-vous ? Tout ça pour dire que ce matin-là, je n'avais pas prévu que la piscine soit fermée, puisque Internet n'avait pas pu m'en informer. Je suis maladroite et comme on dit, on ne se change pas. Cependant, il a fallu que je change mon plan. Et une fois devant la piscine et face à ce constat, j'ai pris mon temps, j'ai roulé un petit peu sur le parking. Et j'ai finalement décidé de retourner en ville. J'avais comme nouvel objectif d'aller acheter un pain complet pour un ami qui était resté bloqué chez lui par le Covid. Mais il était maintenant quasiment midi et le marché se fermait. Il n'y avait plus de pain complet au stand auquel j'étais habituée. Nouveau changement. Alors, j'avise et je vais à un autre stand. Plus de pain complet non plus. Mince. Finalement, j'opte pour un pain de seigle. Après me l'avoir pesé et emballé, le vendeur m'annonce le prix. Ça fera 4 € en liquide. Mince. À ce moment-là, je n'avais que les 3 pièces d'1 € que j'avais prévues pour fermer mon casier à la piscine. Vous pourrez le constater, on ne se change pas vraiment. Finalement, le vendeur me fait un prix. Je suis contente et lui aussi. Mais en repartant, je me souviens qu'il fallait que j'achète le papier toilette que j'avais oublié d'acheter la veille. Alors, je fais un détour par le magasin. Au moment d'arriver à la caisse et de ranger mes affaires dans mon sac avec mes affaires de piscine et mon pain de seigle, je me rends compte que mon paquet de papier toilette ne rentre pas dans mon sac. Alors, je mets mon casque sur ma tête, je tiens le paquet de papier toilette d'une main, le guidon de vélo d'une autre, et je repars valeureusement, heureuse d'incarner la liberté à vélo en toutes circonstances. Alors, excusez-moi. Je repars, je roule, je souris, je suis heureuse. La musique chante dans les haut-parleurs de la ville. Finalement, un virage, 2 virages et patatras. Mes doigts percent involontairement le sachet en plastique. Et les rouleaux dévalent toute la montée pavée et rebondissent gracieusement.
Un monsieur en bas de la rue retient avec son pied mes rouleaux. Je me baisse pour ramasser mes biens en rigolant, tandis que dans les haut-parleurs, Céline Dion continue de chanter. On ne change pas. Alors oui, vous pourriez me dire, mais ce changement est hors sujet. Le passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte, ce n'est pas un changement qu'on veut, ce n'est pas un changement que l'on provoque. C'est un changement qu'on vit indépendamment de notre volonté, on le subit. Mais moi, ce que je voulais vous raconter, c'est que ce samedi-là, en voulant aller à la piscine, je me suis rendu compte qu'à travers tous les changements que je vivais et que j'avais souhaités, il y avait quelque chose qui ne changeait pas. Et quelque chose qui ne changerait jamais. Car je suis moi, et ça ne changera pas. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir à tous. Si aujourd'hui personne ne veut changer, c'est peut-être parce qu'il y a 231 années, Olympe de Gouges fut exécutée pour avoir tenté de faire évoluer le monde dans lequel elle vivait. En effet, après la parution de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle se mit en quête d'une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une fois achevée, elle couvrira naïvement les murs de Paris de cette déclaration et sera pour cela assassinée. Plus de 200 ans plus tard, les individus qui osent vouloir faire bouger les choses ne sont toujours pas assez nombreux, par peur des répercussions que leurs actes pourraient avoir. Aujourd'hui, nous souhaitons que beaucoup de choses changent au sein de notre vie, de notre société, ou même de nos habitudes quotidiennes. Mais nous devrions certainement d'abord changer nous-mêmes. En effet, le fait de changer nous-mêmes nous permettrait certainement de nous aimer chacun un peu plus, et ainsi d'aimer davantage la société et le monde qui nous entoure. L'amour-propre semble alors indispensable pour pouvoir prendre plus d'assurance en nous-mêmes et ainsi oser faire changer les choses. C'est ici que notre plus grand problème se pose. Une des principales raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas changer est parce que nous avons peur du regard que les autres pourraient porter sur nous. L'homme a naturellement peur d'être exclu de la société dans laquelle il vit, mais il a peur plus que tout encore de se retrouver seul contre tous. De toute évidence, une personne faisant quelque chose sortant de l'ordinaire sera automatiquement jugée par les autres individus. L'homme ayant peur de cela, décide alors de ne pas changer. C'est pourquoi il n'est et ne sera jamais pleinement satisfait. Mais il faut bien avoir en tête que ce sentiment est un réel sentiment de peur. Et que de lutter contre une peur, bien que ce soit extrêmement difficile, est possible. Mais faudrait-il d'abord en avoir conscience? En effet, de nombreux individus se pensent insensibles au regard des autres. Certainement parce qu'ils n'ont jamais rien tenté d'extravagant, selon eux parce qu'ils n'en ont pas envie, mais moi je crois qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a un désir de faire quelque chose, quoi que ce soit, qui restera marqué dans l'esprit d'une personne d'une manière honorable. Car le sentiment qui en découle lorsque l'on voit de l'admiration dans les yeux de la personne en face de nous, est une pure satisfaction de par sa rareté. Rareté qui est d'ailleurs due à cette peur du regard des autres. Cependant, que se passerait-il si nous parvenions à nous détacher de cette peur du regard des autres? Dans un premier temps, nous serions certainement capables d'en faire réaliser nos désirs librement. Mais qu'est-ce qu'être libre réellement? Au premier abord, nous pouvons penser que c'est pouvoir faire ce que nous voulons quand nous le voulons. Mais je ne pense pas que c'est le premier facteur qui entre en jeu pour rendre un homme libre. Je crois que ce qui rend un homme libre par-dessus tout est plus intérieur que cela. C'est certainement le fait de ne pas avoir de contraintes avec nous-mêmes. De pouvoir vivre l'instant présent sans penser aux jours suivants ou aux années passées. Certains hommes ont une grande ambition. Ils rêvent de changer de métier, faire le tour du monde, mais ils n'exauceront jamais leurs désirs car ils n'ont pas l'esprit libre. Ils vont alors enfouir au plus profond d'eux leurs rêves et ne seront jamais pleinement satisfaits du moment présent. Il s'agit peut-être également d'être l'unique responsable de nos actes. Pourtant, dès qu'il nous arrive quoi que ce soit dans la vie, nous avons tendance à rejeter la faute sur les autres. Prenons un exemple, le cas d'un homme. Il a 45 ans, visualisez celui que vous voulez. Il vient de se faire quitter par sa femme.
Il ne rangeait sans doute pas suffisamment ses affaires dans le placard, de simple banalité. Mais suite à cela, il tombera dans une profonde dépression. Alors il se mettra à boire de plus en plus chaque jour, jusqu'à sombrer dans la boucle infernale de l'alcoolisme. Au bout d'un certain temps, il décidera d'aller se faire aider par un professionnel. Et la première chose qu'il lui dira, c'est qu'il est tombé dans cette addiction à cause de sa femme. Je pense que c'est à cet instant même que cet homme et beaucoup d'individus font une grosse erreur. Ce n'est pas à cause de sa femme qu'il est tombé dans cette addiction, ce n'est pas sa femme qui lui a donné le premier verre d'alcool, c'est lui qui l'a fait de sa propre volonté. Alors si l'homme ne prend pas ses responsabilités des actes qu'il a pourtant fait librement, alors l'homme est dépourvu de liberté. Mais que se passerait-il si nous parvenions à être réellement libres? Peut-être que nous pourrions enfin pouvoir faire changer les choses. En effet, si nous étions libres, nous pourrions parler des événements un petit peu tabous qui se passent sans avoir peur du regard des autres. En 2021, 113 femmes sont mortes sous les coups de leur mari. En France, la plupart des Français veulent que ce chiffre diminue, bien évidemment. Et pourtant, chaque année, il y a plus de 100 femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Prenons le cas particulier d'un homme qui brûla sa femme vive après l'avoir aspergée d'essence. Ce même homme a été libéré de prison. Cela semble être un scandale, une honte pour sa femme, pour les femmes en général et pour l'humanité tout entière. Pourtant, cet homme a été libéré de prison et personne ne peut rien faire. Si personne ne peut rien faire, c'est peut-être dû à un manque de volonté chez l'homme. En effet, pour commencer à lutter contre quelque chose d'aussi embêtant que cela, il faut de la volonté, bien sûr, mais il faut par-dessus tout du courage. Or, le courage peut sembler être quelque chose de simple et de banal, lorsque c'est simplement de monter dans une attraction qui nous semble un peu trop effrayante. Mais ce n'est pas la même chose lorsque vous voulez que toute la pensée de toute une société change. Lorsque j'étais petite, on me disait souvent qu'il fallait être courageux et bienveillant. Je crois que nous avons un petit peu oublié d'être bienveillants, alors il faut par-dessus tout retenir la notion de courage. Au-delà de cela, je pense qu'il faut d'abord du courage pour arriver à se changer soi-même. Car, contrairement à ce que l'on voudrait, nous ne pourrons jamais changer personne d'autre que nous-mêmes. Souvent dans les relations, que ce soit amicales ou amoureuses, nous voulons tout le temps changer les choses qui ne vont pas chez l'autre en face de nous. Mais il faut bien se rendre compte que si un homme ne désire pas changer lui-même, alors rien ne changera dans vos rapports, malgré tous les efforts que vous pourriez faire. Enfin, je crois que si l'on veut désespérément changer quelque chose, que nous sommes persuadés que cela fera évoluer une situation à n'importe quelle échelle, que ce soit individuelle, en groupe ou même à l'échelle nationale, alors nous pouvons et nous devons d'agir afin que cette magnifique citation devienne une jolie phrase d'un très grand homme du passé. Merci beaucoup. Le 9 décembre 2021, je reçois un mail du lycée. Objet, concours d'éloquence, Lions Club 2022. Curieux, j'ouvre le message. 2 informations me sautèrent alors aux yeux. La première, Albert Einstein. Étant moi-même passionné de mathématiques, cela m'a beaucoup plu. La seconde, je cite, suite au concours se tenant à l'hôtel du Bordeaux, un buffet cuisiné par les élèves du lycée Raymond Corta. Bon, inutile de vous en dire plus, je m'inscris aussitôt. Malheureusement, ma gourmandise, personne ne pourra la changer. Me voilà donc ce soir face à vous. Albert Einstein, lui, a une vision globale de la société, car en affirmant que personne ne veut changer, il porte un jugement sur le manque de courage des individus, ou du moins leur attentisme, notamment face aux grandes questions de la société. Le climat. Mesdames et messieurs, le climat. Les constats sont désastreux. Incendies un peu partout dans le monde, inondations suivies de canicules, hausse de température, création d'un continent plastique. La Terre meurt.
La catastrophe est sous nos yeux. Les différents politiciens font du climat leur soi-disant priorité, tous partisans du slogan « plus écolo que moi, tu meurs ». Mais alors, pourquoi dans un monde où tout change, rien ne semble réellement changer? Personnellement, si vous me demandez si je veux sauver la planète, je vous dirai oui, bien évidemment. Et si vous me dites que toute ma vie, je vais devoir me priver d'un bon steak ou alors de ne plus voyager, je vous dirai non. Qui dans cette salle refuserait un beau voyage dans l'optique de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Pas grand monde, j'imagine. Alors, si seulement une poignée de personnes veut changer les choses, cela n'aboutira à rien. Le changement général ne peut qu'advenir qu'après de multiples changements locaux. Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose, disait Martin Luther King. Alors oui, le changement nécessite un effort et nous amène parfois à marcher hors des sentiers battus. Mais si notre but à tous est le changement, il faut tous nous sentir concernés. Alors dorénavant, ne restez plus spectateurs de la situation. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent faire pour vous, mais de ce que vous pouvez faire pour les autres. À présent, j'aimerais vous conter une courte anecdote personnelle. Depuis mon plus jeune âge, mes parents m'emmènent skier sur les pentes de la station du Luran. Je connais les pistes comme ma poche. Mais à mes 10 ans, en allant dans les Alpes, du côté de la station de Méribel, descendu du premier télésiège, je ne savais plus rien faire. Tout ça pour vous dire que le changement remet en cause l'équilibre qui s'est construit au fur et à mesure de notre vie et bouleverse tout. Inconsciemment, il nous fait peur et nous pose des barrières. Notre cher Albert, lui, est bien placé pour le savoir. Savant ayant révolutionné les sciences physiques, notamment avec sa célèbre formule E égale mc2, il fut l'initiateur d'un changement majeur du XXe siècle. Sa théorie était si inouïe qu'elle rencontra au début des résistances dans la communauté scientifique. Les scientifiques de l'époque n'étaient pas prêts d'opérer un changement de pensée aussi radical, et donc le changement était vu comme apportant plus d'inconvénients et donc une résistance au changement. Mais si cette résistance au changement est si tenace, est-ce seulement car nous sommes paresseux et lâches? Il conviendrait d'en douter. Et un autre épisode de la vie d'Einstein pourra peut-être vous en convaincre. En 1930, Léo Szilard, un étudiant suisse, et le célèbre physicien Albert Einstein déposent un brevet, celui d'un réfrigérateur éco-énergétique. À premier abord, cela paraît tout à fait inoffensif. Mais cette collaboration fut une des plus destructrices de toute l'humanité. En 1933, Léo Szilard est persuadé que les scientifiques au service du parti nazi sont tout proches de créer la première bombe nucléaire. Il contacte alors son ancien camarade, notre cher Albert, à qui il demande d'écrire en personne au président américain Franklin Delano Roosevelt. Celui-ci s'exécute en écrivant à travers sa lettre tous les dangers que pourrait provoquer une bombe nucléaire dans les mains d'Adolf Hitler. S'ensuivit au fil des années le lancement des États-Unis dans la course à l'armement nucléaire et le développement du projet Manhattan, qui fut à l'origine des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki le 6 et 9 août 1945. L'ironie de l'histoire nous montre toute la complexité de cette question. Einstein, lui, voulait faire changer les choses. Pacifiste convaincu, il était le premier à responsabiliser les scientifiques au point de vue de la recherche à l'armement atomique. Mais en écrivant à Roosevelt, il a involontairement participé à cette course et son nom est resté tragiquement associé à la création de cette première bombe. Peut-être devons-nous en conclure que le changement ne dépend pas seulement de la bonne volonté des individus, mais de forces qui le dépassent. Peut-être sommes-nous les jouets d'un destin, d'une fatalité qu'aucune intelligence, la plus forte soit-elle, ne pourrait contourner. Je pense qu'il serait aussi facile d'en conclure qu'une lettre change parfois bien des choses. À ce titre, je vous prierai d'écouter avec attention cette jolie formule. L'évolution est une révolution sans en avoir l'air. Alors là, il y en a qui vont me dire quel rapport avec la lettre. Ici, c'est la lettre R qui a un rôle capital. Je reformule. L'évolution est une révolution sans en avoir l'air.
Vous l'aurez compris, le simple fait de rajouter un R à évolution donne la révolution. L'air de rien, notre cher Albert, avec son arme nucléaire, en est la preuve même. Alors oui, le changement est une évolution. Il amène un mouvement, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. Et c'est surtout une révolution. Ainsi, pendant ces quelques minutes, nous avons pu voir ensemble l'importance du changement. Le changement qui innove, le changement qui transforme, mais le changement qui fait peur. Ensemble, brisons ce plafond de verre et changeons les choses par de petits gestes du quotidien. Car celui qui change peut se tromper, mais celui qui ne change jamais se trompe toujours. Je vous remercie. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Camille et je suis ravie de vous parler ce soir, sans surprise, de la citation d'Albert Einstein. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. C'est vrai que lorsque nous regardons autour de nous, nous nous disons que les choses n'évoluent peut-être pas aussi vite que nous l'espérions. Et pour cause, face au changement, la peur se fait ressentir. Notre rupture se voit corrompue. L'insécurité arrive et les questions surgissent dans votre esprit. Serais-je heureuse après ce changement? Cela en vaut-il vraiment la peine? Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Toutes ces questions font partie des nombreux obstacles qui nous empêchent de changer aussi vite que nous aimerions. Le changement n'est pas forcément quelque chose de négatif, non. Lorsque j'ai dû quitter ma tendre ville Moissac pour venir m'installer à Aurillac, j'ai dû prendre mon indépendance, avoir mon appartement, faire le ménage et la vaisselle toute seule. Je pensais que cela serait insurmontable, que je n'y arriverais jamais. Pourtant, je suis devant vous ce soir, à vous présenter ma tirade, joyeuse, en bonne santé. J'ai survécu à cet obstacle impossible, enfin du moins c'est ce que je pensais les premiers jours. Et je suis très heureuse de ma nouvelle vie à Aurillac, alors non. Le changement n'est pas quelque chose d'impossible, il n'est pas quelque chose de forcément négatif. J'entends souvent cette phrase « c'était mieux avant ». Pour moi, cela n'est qu'un concept pour se protéger face à un changement auquel nous résistons. C'était mieux avant. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Avant, les hommes n'étaient pas tous égaux entre eux. Alors était-ce vraiment mieux avant? Je ne suis pas sûre. Si les choses changent, évoluent, c'est forcément pour une bonne raison. Rien ne restera gravé dans la roche éternellement. De l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui, les choses ont forcément évolué. Alors oui, cela fait peur, je vous le conçois. Moi-même, j'ai très peur face au changement tout le temps. La période de transition est souvent difficile. Une autre phrase que j'entends aussi est « il est trop tard ». Il est trop tard pour agir, il est trop tard pour changer. À quoi cela va servir? L'un de mes professeurs m'a dit qu'il était trop tard pour sauver la planète. Pourquoi serais-je ici alors? Mais non, moi ce n'est pas ce que je crois. Je peux vous sembler quelque peu naïve et présomptueuse de vous faire ainsi la leçon, moi qui n'ai pas encore beaucoup d'expérience comparé à certains. Mais non, moi je garde espoir qu'il ne sera jamais trop tard. Car si une seule seconde, un seul dixième de seconde même, peut suffire à un homme pour battre un record du monde, ou à une femme, je ne vois pas pourquoi un seul mot ou une seule petite action de votre part ne pourrait pas suffire pour faire pencher la balance du bon côté. Alors il est trop tard, non? Si je prends l'exemple de ma grand-mère, ma chère grand-mère, 84 ans, qui a dû partir de sa maison pour venir habiter plus près de chez nous. Sa grande maison, elle y avait tant de souvenirs. Je pensais que ce bouleversement amènerait chez elle angoisse, colère, frustration, rejet. Et pourtant, quelle ne fut pas ma surprise face à tous ces livres dérangés et à ces meubles déplacés, qu'elle a accueilli ce changement avec considération. Elle a su garder le sourire malgré quelques jours compliqués dans cette période de transition. Aujourd'hui, elle a un appartement beaucoup plus moderne que le mien. Cela m'étonnera toujours. Mais non, ce changement n'a pas été impossible pour elle et il n'est jamais trop tard, je le répète, pour changer. Souvent, les gens voient le temps comme un obstacle à notre évolution. Pourtant, non, il ne l'est pas. Alors, certains me diront que j'ai encore toute la vie devant moi. Pourtant, quand je vous regarde tous, je vois que vous avez encore plein d'aventures à vivre. Votre vie n'est pas derrière vous, non, elle est encore devant. Si les choses changent, c'est peut-être parce que tout le monde, ou alors une grande majorité d'entre nous, nous aimerons tous que les choses évoluent.
Alors, personne ne peut changer. Peut-être, personne ne veut changer, peut-être parce que personne ne peut réellement changer. Au cours de notre vie, enfants, adolescents, adultes, nous évoluons, nous nous améliorons, nous grandissons, nous gagnons en maturité, pour certains d'entre nous du moins. Mais cela ne veut pas forcément dire que nous changeons vraiment. Notre personnalité est toujours la même. Nous restons tels que nous sommes et c'est ce qui fait notre identité. Si nous devions vraiment changer tous les mois, cela ne servirait à rien d'avoir un prénom. Cela ne servirait à rien d'avoir une assurance ou autre chose. Non, tout le monde ne peut pas réellement changer. Mais je pense très sincèrement que chacun d'entre nous, quitte à ne pas pouvoir changer, peut évoluer. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup ce mot, changement. Il résonne en moi comme si nous devions tout recommencer à zéro, comme si tout était à balayer, tout à recommencer. Alors que non, pas du tout. Non. Je préfère le mot évolution. Le changement se fait constamment autour de nous, certes. L'évolution surtout. Comme je l'ai dit, de l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui, l'évolution a forcément dû se faire, sans forcément que nous la voyions. Mais elle est là. Alors, c'est vrai que face à notre stabilité corrompue, face à un changement, notre zone de confort, elle aussi, se voit mise en danger. Pourtant, pourquoi vouloir sortir de notre zone de confort? Nous y sommes si bien. C'est tout là l'intérêt. Eh bien oui, cela demande quelque chose de surhumain. Cela demande de faire un effort, ce qui n'est pas toujours évident, certes. Le changement est collectif, mais il est surtout individuel. Oui, tout le monde voudrait que ça change. Si je prends l'exemple quelque peu d'actualité qu'est le dérèglement climatique, nous aimerions tous que tous les animaux soient sauvés, que la pollution disparaisse, que les océans redeviennent d'une clarté sans nom. Néanmoins, si on nous pose un ultimatum, pour sauver les bébés phoques, nous devrions arrêter de manger de la viande, d'utiliser la voiture, avion ou autre transport, même pour faire des centaines de kilomètres. Personnellement, je ferai mes adieux aux bébés phoques. J'extrapole quelque peu la situation, je ne suis pas aussi inhumaine que cela, ne vous inquiétez pas. Mais tout cela pour vous dire que nos habitudes sont tellement ancrées en nous. C'est vrai, notre vie est fortement améliorée en ce moment. L'évolution se fait un peu plus vite. Mais ça ne veut pas dire que le changement va être final. Oui, le changement n'appartient pas seulement à la jeunesse. Il appartient à chacun d'entre nous, à toutes les générations. Nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Vous devez vous sentir seul face à des millions d'autres avis, à des millions d'autres personnes qui iront peut-être à l'inverse de votre sens. Mais vous ne serez jamais tout seul face à une cause. Votre avis peut faire changer les choses, c'est ce que j'espère. Oui, pour moi, la vie n'est pas forcément un compte à rebours où les limites sont imposées et où il sera toujours trop tard pour changer. Un seul petit mot pour moi peut peut-être tout changer. Et c'est cela qui me fait espérer que demain sera meilleur. Je préfère enlever cette phrase de ma tête. Il est trop tard pour changer. Non, pour moi, pas du tout. Alors oui, il ne sera jamais trop tard pour agir. Si vos cheveux, pour ceux qui en ont, prennent feu, vous n'allez pas simplement arrêter, juste pour regarder dans le miroir, voir les flammes, jusqu'à ce qu'ils atteignent votre crâne. Non, vous allez réagir, vous allez faire quelque chose. Eh bien, je compare cela à notre vie actuelle. Non, quitte à ne pas pouvoir tout sauver, autant garder ce que l'on peut et reconstruire derrière. Le changement n'est pas forcément négatif, non. Il ne l'est pas. Enfin, c'est du moins, avec le peu d'expérience que j'ai, ce que j'ai ressenti. Alors oui, tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer, peut-être parce que personne ne peut changer. Mais je pense très sincèrement que chacun d'entre nous peut évoluer à sa façon, peut apporter sa contribution. Vous n'êtes pas tout seul et moi non plus. Si je croise en moi, je croise également en vous, alors soulevez-vous et faites bouger les choses. J'ai été la dernière à passer ce soir. Votre calvaire est donc terminé. Le banquet arrivera bientôt, ne vous inquiétez pas. Merci sincèrement de m'avoir écouté. J'espère que vous garderez mes quelques paroles en votre mémoire, car je pensais chaque mot que j'ai dit. Merci encore une fois et passez une bonne soirée. Comme tu veux. Ah, je préfère pas jouer. Non, non, non. Alors, pas... Je
Et donc, nous allons appeler Marie-Christine et Alice pour la remise des 5 derniers classés. Alors, nous n'avons pas sur 8 candidats, nous n'avons classé que les 3 premiers. Les 5 derniers, on les a mis un peu ex aequo parce que le but c'était surtout de déterminer le lauréat qui va partir ensuite dans les autres sélections. Mais on a classé donc les 3 premiers et ensuite les 5 qui vont venir, qui vont être nommés. Tous les 5 vont recevoir leur prix. Défini comme tel par le jury. Alors, je vais donc appeler. Alors, en plus, l'ordre d'appel ne correspond pas au classement. Hein. Alors, je vais commencer par. Je vais appeler Candice, qui est passée première. Ensuite. Mathias. Ensuite, je vais appeler Nadège. Élie. Et Romane. Voilà, donc nous avons les candidats qui vont se présenter un petit peu pendant quelques minutes pour dire d'où ils viennent, qui ils sont, puisque nous avons été volontairement anonymes. Nous n'avons pas précisé ni leur âge, ni les établissements qu'ils fréquentaient. Donc ils vont nous dire un peu en 2 mots. Et puis leur projet d'avenir surtout, puisqu'on a dit le présent c'est aujourd'hui, mais l'avenir il est devant eux. Et donc nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc je te passe le micro. Donc bonjour, moi c'est Émile. J'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée Émile Duclos. Et donc j'habite à Jules-Mamou, je fais beaucoup de sport. Et l'année prochaine j'aimerais faire une prépa en économie. Voilà. En économie. Très bien. Bonsoir, moi je m'appelle Romane Calvé, je suis au lycée Émile Duclos en terminale. J'ai des spécialités physique, chimie et SVT. J'ai pour objectif de partir en médecine l'année prochaine. Et voilà, en espérant que ça fonctionne. Alors, je m'appelle Candice Delon, j'ai 17 ans, je suis aussi au lycée Émile Duclos. Et l'année prochaine, je ne sais pas trop encore exactement ce que je veux faire, comme beaucoup. Donc pourquoi pas une licence de droit, mais après l'avenir nous dira quel changement il va se passer et qu'est-ce que l'avenir va m'attendre. Voilà. Donc rebonsoir, moi c'est Mathias E, donc Aveyronnais, fier de l'être. Donc je suis à l'IUT d'Aurillac en première année dans le département génie biologique en parcours sciences de l'environnement et écotechnologie. Et j'espère pouvoir intégrer, suite à l'obtention du BUT, si j'arrive à m'en sortir, pouvoir intégrer les écoles nationales de vétérinaire. Bonsoir, je suis toujours Nadège et comme je disais tout à l'heure, je suis en réorientation scolaire. Donc moi j'ai fait une école d'art dans l'imprimerie et les métiers de l'édition. Et j'avais pour objectif de faire de la médiation scientifique. C'est pour ça que je me suis réorientée en sciences. Et donc voilà, la pédagogie et l'apprentissage autour des sciences m'intéressent. Donc je poursuis à tâtons. Alors on va demander donc à nos 2 membres d'audience de remettre donc à chaque participant. Alors, il y a pour chacun d'entre vous un petit ouvrage qui a été proposé par la librairie Feuille. Nous allons vous remettre.
Nous allons remettre à chacun d'entre vous un bon de 30 € qui est offert par le club. Ces 30 € serviront également à acheter des livres à la librairie Poète de Ville. Voilà, donc vous pouvez leur remettre à chacun un petit livre et un bon cadeau. Vous restez là, comme ça on fera une photo tout à l'heure pour la presse. Alors, maintenant, nous allons passer aux trois restants, les trois premiers. Et donc, je vais appeler le troisième garçon-fille, on ne sait pas encore. Alors, donc, voilà, donc, le troisième prix est attribué à Camille. Voilà, donc, bravo Camille. Alors Camille, nous allons vous remettre offert par la librairie Poète de Ville. Et nous allons vous offrir également un chèque, alors vous achetez ce que vous voulez, de 80 € offert par le Youth Club. Voilà. Et bravo pour cette belle prestation. Annie est repartie déjà, Annie Cuer, donc c'est la présidente, la coprésidente de l'université Interage, avec laquelle on a, avec l'université Interage, on a des échanges culturels, c'est-à-dire que le 7 avril, je crois, Annie, c'est ça, les 3 meilleurs candidats, on va voir tout à l'heure avec eux, referont leur prestation devant les membres de l'université Interage au cinéma Le Cristal. Et on verra tout à l'heure, s'ils sont volontaires déjà, et puis les conditions, les formalités, parce que c'est un jeudi. C'est un jeudi 7 avril. De 14h à 16h. Donc c'est le problème d'être disponible. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Combien après, c'est les élections. Je découvre. Voilà, c'est le troisième prix. J'ai trouvé la bonne enveloppe. Et alors, oui, Emmanuel, notre trésorier. Bon cadeau, c'est pour chacun des 5, c'est ça? C'est ce que tu veux expliquer. Oui, mais non. Non, mais je ne sais pas si ça correspond à l'enveloppe, c'est bon? Je ne veux pas faire d'impair, quoi. L'enveloppe, j'en fais l'enveloppe. Japonais, attention. Trompé, non? Bon, eh bien, le suspense est à son compte parce que nous allons maintenant découvrir le nom de la gagnante. Là, maintenant, bien sûr, Non, non. Deuxième. On peut donner le numéro de la deuxième et la première sera aidée. Donc, la deuxième, c'est Manon. Donc la première, c'est Véronique Lézy de la municipalité d'Aurillac, qui représente Pierre Matoyer le
président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, qui va remettre le deuxième prix. Voilà. Bravo. Et le parent d'un ancien professeur au lycée Minute. Non. Et le club d'Aurillac offre également un chèque de 100 € à Manon pour sa belle prestation et elle pourra en faire ce qu'elle estime de mieux. Voilà, bravo. Et Sandrine, voilà, point virgule, notre sponsor, voilà. Remercie encore, va remettre le premier prix. Elle va remettre le premier prix, c'est-à-dire donc également un lot de livres et un chèque de 120 € à la gagnante, qui est donc en l'occurrence Lola. Bravo. Voilà, Lola qui est donc de fait sélectionnée pour continuer le chemin, c'est-à-dire aller ensuite à des échelons supérieurs. On espère qu'elle représentera Aurillac le club au national. Il faut absolument aller jusqu'au bout. Voilà, c'est possible. Voilà, cette année c'est la Voilà. Voilà, je voulais demander à Jacques de dire un mot de conclusion sur le travail du jury, sur la qualité des concurrents, qui est toujours exceptionnelle. Il y a deux micros, donc t'as le choix, vous aussi. Moi, je suis sans SARS-CoV-2. Ouais. Peut-être, oui, Jacques, avant peut-être qu'ils se présentent tous les trois, parce qu'on l'a pas fait, on va se le faire après. Et tu auras la conclusion comme ça, Jacques. Donc, on fait prendre la prochaine. Merci. Bonsoir, je m'appelle Camille. J'ai vraiment été ravie de parler devant vous ce soir. J'aimerais particulièrement remercier Manon et Iliana, deux amies qui sont venues me voir. Une partie des 80 € servira à leur payer un coup à boire, bien sûr. Merci encore à vous et je laisse Manon se présenter. Donc, je m'appelle Manon. J'aimerais vous remercier de nous avoir écoutés ce soir et remercier Alice et Solène qui m'ont accompagnée. Et donc, je suis en première année d'études supérieures en génie biologique et je suis aussi secouriste à mon actif et je fais du triathlon. Voilà. Bonsoir, moi c'est Lola, j'ai 17 ans, je suis en terminale, bientôt 18. Je fais beaucoup de choses au lycée, des maths, de la physique, de l'anglais, du théâtre. Bref, ma vie est bien occupée. Et de temps en temps, un concours d'éloquence et ça s'est bien passé. Merci à vous ce soir, c'était un bon moment. Nous venons de vivre. Oui. Nous venons de vivre 80 minutes d'une grande intensité oratoire. Le jury a délibéré avec sérénité, mais l'élaboration du classement n'a pas été facile, car les 8 interventions, avec leurs différences dans la forme et le fond, ont cependant été de grande qualité. Toutes ont été de grande qualité. Alors, Julien Monboise m'a appelé en me disant sois le président du jury. J'ai eu le pressentiment que dans toutes les interventions, il y aurait des citations. Je ne me suis pas trompé, puisque j'ai entendu Martin Luther King, Jean-Jacques Rousseau et tant d'autres. Alors j'en ai cherché une dans l'encyclopédie des citations que je possède chez moi à la bibliothèque. Et j'en ai trouvé une, celle de Tacite,
Tacite, philosophe, historien, sénateur romain. Et je vous en fais part. La grande éloquence est comme une flamme. La matière la nourrit, le mouvement l'avive, et c'est en brûlant qu'elle jette de l'éclat. Ce soir, l'éloquence qui a été développée par nos 8 candidats est une bonne illustration de cette citation. Je pense que, et le jury également, vous avez fait un travail préparatoire très sérieux, très soutenu, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et nous y sommes très très sensibles. Les propos tenus ont été passionnés. Le contenu sérieux, solide, structuré, bien argumenté. Et le jury a été sensible, très sensible, au ton employé qui alliait à la fois le sérieux et l'humour. Aussi, au nom du jury, je tiens à vous adresser nos plus sincères félicitations et tous nos vœux de réussite dans votre futur parcours.